Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'est par un matin d'octobre plutôt frais que je me suis retrouvé assis en face d'Hercule Poirot dans son appartement londonien, l'air étant légèrement parfumé d'acajou poli et de la saveur piquante de la lavande belge. Le petit homme lui-même était assis parfaitement droit à la table du petit déjeuner, sa serviette pliée avec une précision géométrique et son œuf coupé en quartiers symétriques précis. Pour ma part, j'essayais de lire le journal du matin, même si j'étais continuellement distrait par le tic-tac infernal des nombreuses horloges qui ornaient les murs du salon. Je n'avais jamais connu un homme aussi entouré d'horloges, de grandes horloges de grand-père, de délicates pendules de cheminée en porcelaine, et même une pendule miniature en équilibre précaire sur l'étagère. L'effet était exaspérant. Poirot, dis-je finalement, en pliant mon journal avec une certaine irritation. Faut-il les faire fonctionner tous en même temps? J'ai l'impression d'être tombé dans le rêve d'un horloger. Poirot leva les yeux de son œuf à la coque, son expression teintée d'amusement. « Ah, Hastings, mon ami, vous vous plaignez, mais vous ne comprenez pas. »« Comprendre quoi ?» j'ai demandé. « L'importance du temps. » répondit-il grandiosement, désignant la pièce d'un geste de sa petite main. Le temps, mon ami, est l'essence de l'ordre. Chaque tic-tac, chaque tac rappelle à l'esprit de rester structuré. Pour un homme comme moi, précis, ordonné, ce n'est pas une cacophonie, c'est une symphonie de contrôle. J'ai reniflé. Ou une symphonie de maux de tête. Il rit légèrement, puis s'essuya la bouche avec sa serviette. « Mais dites-moi, Hastings, pourquoi les gens se préoccupent-ils autant de mesurer temps, et si peu avec comment ils le dépensent? Parce que, dis-je en prenant mon café, la plupart d'entre nous sont trop occupés à vivre pour philosopher en quelques secondes. » Poirot leva un seul doigt, et pourtant ce sont les secondes qui nous trahissent. Morphin. Les gens oublient ce qu'ils ont dit, ou quand ils l'ont dit. Mais l'horloge, elle se souvient. Ah, mais vous verrez, mon ami, le temps joue toujours son rôle. Il est, comme disent les Américains, le témoin parfait. J'ai roulé des yeux, et je suis retourné à mon journal, mais les mots de Poirot s'attardaient dans l'air, se mêlant au tic-tac d'une douzaine de mécanismes mesurant les moments que nous laissons passer si insouciamment. Il était un peu moins 11 heures lorsque notre logeuse nous annonça l'arrivée d'un visiteur. Un instant plus tard, elle entra. Une femme grande et gracieuse vêtue de noir de deuil, ses mains gantées étroitement serrées devant elle, ses yeux gris pâles comme un ciel couvert. « Mademoiselle Cordelia Vane », dit-elle avec un calme qui dissimulait le tremblement que j'avais remarqué dans sa main gauche. Poirot se leva aussitôt, s'inclinant avec courtoisie. « Mademoiselle, vous nous honorez. S'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je vous offrir de la tisane, ou peut-être du café noir? »« Non, merci, » dit-elle en s'installant dans le fauteuil, comme s'il était fait d'épines. « Ce n'est pas un appel social, monsieur Poirot. Je viens parce que j'ai besoin de votre perspicacité. » Ah, Poirot se pencha en avant, le bout de ses doigts dit pressés l'un contre l'autre. Comme c'est intrigant. Continuez, je vous en supplie. Miss Vane inspira. Mon oncle, Lord Cédric Vane, est décédé le mois dernier, de cause naturelle. Mais je suis récemment entré en possession de son domaine, Thornley House, dans le Devonshire. Alors qu'il supervisait quelques rénovations mineures dans son bureau privé, l'un des ouvriers a découvert quelque chose de curieux. Les yeux de Poirot brillèrent.
Oui, une horloge, dit-elle, la voix baissant. Cachée derrière un faux panneau dans le mur, une montre ancienne, un peu insolite. Elle compte 13 heures. Je me suis assis, 13. Elle hocha la tête. Et plus curieusement encore, il sonne, pas toutes les heures, pas régulièrement, mais précisément à 1h13 du matin, il émet un carillon particulier et irrégulier. Pas mécanique, presque humain. Poirot cligna lentement des yeux. Une horloge qui n'observe aucune règle et sonne à l'heure interdite. Très intéressant. Et vous croyez que c'est plus qu'une relique excentrique, mademoiselle? Miss Vane hésita. 2 jours après sa découverte, l'avocat de ma famille a été retrouvé mort dans cette même pièce. La police parle d'accident. Je dis... Elle fit une pause. Je dis que c'était meurtre. Poirot pencha légèrement la tête. Continuez, mademoiselle. Je suis très intrigué. Miss Vane s'assit maintenant, ses doigts agrippant fermement son sac à main, comme s'il risquait de lui échapper. L'horloge ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu, dit-elle à voix basse. Il est en acajou foncé avec des chiffres romains dorés, sauf qu'il y en a 13, une 13e heure, gravée entre le 12 et l'1. Au début, je pensais que c'était une nouveauté, mais il était caché dans le mur, derrière un faux panneau dans le bureau de mon oncle, comme si quelqu'un ne voulait pas qu'on le retrouve. Poirot croisa les doigts. Et ce carillon inhabituel, décrivez-le, s'il vous plaît. Ça a l'air tendu, répondit-elle après un moment, comme une vieille boîte à musique qui a perdu son air. Et cela n'arrive qu'une fois par jour, toujours à 1h13 du matin, jamais avant, jamais après. Le son résonne, étrangement, à travers les murs, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Tiens !» marmonna Poirot. « Une horloge qui obéit à un rythme secret. Oui, oui. » Pour ma part, je restais sceptique. Une horloge fantôme, n'est-ce pas? Ai-je demandé peut-être un peu trop sèchement? Miss Vane m'a fait un sourire serré. Moi aussi. Je trouvais ça ridicule, jusqu'à ce que l'avocat meure. Il y eut un silence dans la pièce. « Monsieur Archibald Lenton ?» a-t-elle poursuivi. Il était resté à la maison pour finaliser la transition du domaine à mon nom. Il était allé au bureau tard dans la nuit. Je me suis réveillé, sans savoir pourquoi, à 1h10 du matin. 3 minutes plus tard, l'horloge a commencé à sonner. Je l'ai entendu. La gouvernante aussi. Le matin même, M. Lenton a été retrouvé mort, son corps affalé, à côté de l'horloge brisée. Ils ont dit qu'elle était tombée du mur lors d'un accident. Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, mademoiselle, un homme meurt sous une montre qui sonne 1 heure interdite. Non, de telles choses n'arrivent pas par hasard. » « Bien sûr, » a déclaré Miss Vane, la voix plus calme désormais. La police a vu les choses différemment. Ils ont cru qu'il s'agissait d'une tragique coïncidence. Je me suis penché en avant. Comment a-t-il été retrouvé? Assis dans le fauteuil en cuir à haut dossier, il avait un stylo à la main et une tache d'encre sur le bureau. Il était apparemment en train d'écrire quelque chose lorsque l'horloge est tombée. Le coroner a conclu à une hémorragie cérébrale. La chute de l'horloge, ont-ils dit, n'avait aucun rapport, juste un morceau de vieux bois mal monté. Poirot émit un léger reniflement moqueur. « Mais ce n'est pas ce que vous croyez », a-t-il déclaré. Plus une déclaration qu'une question. Non. Les yeux de Miss Vane se croisèrent dans les siens. Je crois que quelqu'un voulait sa mort, et je crois que l'horloge est au cœur de tout cela. Vous avez une raison? Elle hésita, choisissant ses mots avec soin. Monsieur Lenton m'avait promis d'apporter un document à signer ce soir-là. Quelque chose de nouveau, a-t-il dit. Il était toujours pointilleux avec ses rendez-vous, mais il retardait, de manière inhabituelle, et semblait agité. Je l'ai entendu au téléphone plus tôt dans la journée,
parlant à quelqu'un à voix basse. « Qu'est-il arrivé au document ?» j'ai demandé. Elle secoua la tête. « Il n'a jamais été retrouvé. » Poirot tapota ses lèvres d'un doigt. Un notaire meurt dans un bureau fermé à clé, un document disparaît et une horloge, unique, secrète et symbolique, est brisée. Et pourtant la police ne voit qu'un accident. Mon Dieu, comme ils ont peu d'imagination. Miss Vane fouilla dans son sac à main et en sortit une photographie, une impression en noir et blanc, légèrement froissée sur les bords. « J'ai pensé que cela pourrait t'aider, » dit-elle en le tendant à Poirot. « Il a été pris par l'inspecteur local avant que le corps ne soit enlevé. » Poirot prit la photo avec soin, la posant à plat sur la table. J'ai regardé par-dessus son épaule. Elle montrait le bureau, une belle pièce avec des boiseries sombres, bordée de livres et une grande cheminée sous une crête ornée. Les restes brisés de l'horloge gisaient éparpillés sur le tapis perçant, comme les os d'un oiseau curieux. « Remarquez, Hastings, » dit doucement Poirot, « la position de la chaise, l'angle de la montre tombée, l'absence de verre brisé près de l'âtre. Et voilà, là, dans le coin le plus éloigné. Que vois-tu » J'ai plissé les yeux. Une petite forme sombre, précisément la poignée d'un tiroir, légèrement entr'ouverte. Il leva les yeux. Ce tiroir a été fouillé, peut-être à la hâte, et l'objet a été enlevé, peut-être le document dont parle mademoiselle. « Vous pensez que quelqu'un l'a tué pour le voler ?» J'ai demandé. « Je pense, mon ami, » dit-il en joignant les mains, « que quelqu'un a voulu supprimer à la fois l'homme et son message. Et ils ont utilisé l'instrument le plus théâtral à leur disposition. Une horloge qui sonne à une heure qui n'existe pas. C'est un message, Hastings, avertissement. Et maintenant, cela devient un défi. » Il se tourna vers Miss Vane. « Mademoiselle, j'accepte votre cas. J'irai à Thornley House. » Et sur ce, je savais que notre semaine paisible venait de se terminer. La pluie s'était transformée en une légère brume lorsque notre moteur de location atteignit la longue et sinueuse allée qui menait à Thornley House. Les grandes portes de fer, flanquées de lions de pierre, aux crinières couvertes de mousse, s'ouvrirent avec une réticence théâtrale, comme pour protester contre l'intrusion d'étrangers. Je me souviens avoir remarqué, alors que je regardais l'étendue grise de pierre gothique et les murs recouverts de lierre, que la maison ressemblait plus au décor d'une histoire de fantôme qu'à une enquête moderne. « C'est très atmosphérique, » dis-je en ajustant mon col. « Trop atmosphérique si vous me demandez. » Poirot, assis à côté de moi dans le moteur, avec sa petite valise sur les genoux, haussa un sourcil immaculé. « Mais non, Hastings, l'atmosphère, c'est parfait. Cela aiguise les sens. Les ombres ici murmureront leurs secrets à l'homme qui écoute attentivement. » Alors que le véhicule s'arrêtait, Miss Vane s'avança pour nous rencontrer sous le portique voûté. Elle était maintenant vêtue d'un profond manteau bordeaux qui compensait sa pâleur, et ses mains gantées étaient soigneusement jointes devant elle. « Vous êtes ponctuel, monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je suis toujours ponctuel, mademoiselle, » répondit-il. « C'est une des petites perfections auxquelles j'aspire. » Les portes d'entrée furent ouvertes par un majordome âgé qui se présenta comme Dudgeon. Son attitude était tout à fait grave pour une maison à l'histoire aussi solennelle, et ses yeux, remarquai-je, semblaient scintiller, juste une seconde de trop, sur les moustaches de Poirot. « Le thé a été préparé dans le salon, » a déclaré Miss Vane. « Mais avant ça, j'ai pensé que tu aimerais peut-être rencontrer les autres. » Poirot incline la tête. « Très bien. Faisons connaissance avec votre famille d'ombre, mademoiselle. J'ai très hâte de passer derrière le rideau. » Le salon était vaste et faiblement éclairé.
avec des plafonds suffisamment hauts pour avaler les échos, et des murs tapissés de portraits ancestraux qui regardaient avec un léger air de désapprobation. Le feu crépitait faiblement dans l'âtre, offrant peu de chaleur contre le froid qui semblait monter des pierres, même sous nos pieds. Miss Vane fit un geste vers les personnages déjà rassemblés là. « Mes cousins, dit-elle, vous leur trouverez un ensemble varié. La variété, mademoiselle, est l'âme de l'intrigue, murmura Poirot. Elle a d'abord présenté lieutenant Julian Vane, un homme d'une trentaine d'années aux épaules carrées et aux pommettes pointues, d'un homme habitué à porter l'uniforme. Ses yeux, cependant, étaient assombris par quelque chose de plus profond que la fatigue de guerre. « Un plaisir, dit-il avec raideur, tendant la main à Poirot. « Et vous êtes récemment revenu de l'étranger, non ?» demanda Poirot avec intérêt. « L'Inde, et avant cela le Kenya. Je ne suis stationné nulle part et partout pour le moment. »« Et vous êtes l'héritier présomptif ?» demanda Poirot, en haussant un sourcil. Le sourire de Julian était sec. Si de telles questions étaient encore décidées par l'honneur et la tradition, oui, mais oncle Cédric avait un flair pour l'imprévisibilité. Vint ensuite mademoiselle Sibylle Vane, une femme aux traits acérés dont l'expression suggérait qu'elle désapprouvait presque tout. Elle nous fit un bref signe de tête et fit un signe de croix sur sa poitrine. « J'ai prévenu oncle Cédric de ne pas se mêler de telles choses, dit-elle soudain. Une horloge avec 13 heures et pas naturelle, cela invite à l'obscurité. » Poirot incline poliment la tête. « Et vous-même, mademoiselle, étiez présente la nuit de l'incident. »« J'étais dans ma chambre, » dit-elle fermement. « Lire les écritures. Je ne m'amuse pas avec le théâtre. » « Elle aime plutôt les déclarations à chaud, » me murmura Julian dans sa barbe. J'ai souri maladroitement. Madame Eleanor Vane Woodbridge entrait ensuite. Elle était sculpturale, avec des traits fins et le genre de grâce que l'on associe à une photographie décolorée d'un salon édouardien. Son sourire était agréable mais réservé, et ses yeux s'attardèrent un peu trop longtemps sur Miss Vane avant de s'éloigner. « Monsieur Lenton était un ami cher, » dit-elle doucement. « Nous avons tous été choqués, mais peut-être pas surpris. Il n'était pas très apprécié. Parce que, » demanda doucement Poirot, « parce qu'il en savait toujours trop. Enfin, Dr Félix Markham a été annoncé. C'était un homme sec d'une 50aine d'années, avec une barbe taillée et l'air calme d'un homme habitué à la mort. Sa poignée de main était froide et efficace, ses yeux étaient illisibles. Une perte tragique, a-t-il déclaré solennellement. Mais je dois me faire l'écho du rapport du coroner. M. Lenton souffrait d'hypertension artérielle. Un accident vasculaire cérébral n'est pas inattendu à cet âge. Et pourtant le timing, dit délicatement Poirot, est curieux. Le moment exact de 1h13, non ? Le docteur Markham fronça les sourcils. Peut-être, mais l'esprit, surtout en cas de chagrin ou de choc, peut inventer des schémas là où il n'en existe pas. Les yeux de Poirot se plissèrent. Oui, c'est précisément ce que fait l'esprit. Et parfois, il crée de tels schémas pour se cacher de la vérité. La pièce est devenue sensiblement plus froide, ou peut-être était-ce simplement mon imagination. J'ai regardé autour des visages sombres de la famille Vane, et j'ai pensé, pas pour la première fois, que la vérité serait difficile à extraire, ici. Les lignes d'héritage, de ressentiment et d'histoire cachée commençaient déjà à apparaître. Poirot sourit intérieurement. Une maison remplie de vieil argent, de nouveaux secrets, et une horloge qui refuse d'obéir. Très bien, continuons. Le bureau de Lord Cédric Vane était situé à l'arrière de Thornlake House et donnait l'impression distincte d'une pièce destinée au secret. Les murs étaient tapissés de livres dans des caisses
en acajou profond, au dos défraîchi et au titre doré, usé par des années de négligence. Un grand bureau en chêne dominait le centre, sa surface polie jusqu'à un éclat terne et interrompu seulement par une lampe de banquier, un encrier et un buvard taché d'une tache sombre d'encre, probablement celle que M. Lenton avait laissée avant sa mort. Poirot franchit le seuil avec un respect qui me parut légèrement théâtral, jusqu'à ce que je me rappelle que, pour Poirot, chaque scène de crime était une scène attendant le retour de ses acteurs. « Observez, Hastings, dit-il doucement, ses yeux balayant la pièce. Le théâtre est prêt. Il ne reste plus qu'à lever le rideau. » Je le suivis à l'intérieur, notant le léger froid qui régnait dans l'air, le lourd silence. La cheminée était froide, pas de cendres, pas d'odeur de fumée. Il désigna le mur du fond, où les restes de l'horloge cassée reposaient encore sur une petite table, délicatement disposée sur une nappe blanche. Il avait été brisé, mais les morceaux avaient été conservés, soit par respect, soit par curiosité. La façade ornée portait les chiffres romains 1 à 13, la 13e heure coincée entre midi et une après-coup. « Curieux, murmurai-je. Qui fait une horloge à 13 heures? Quelqu'un, a déclaré Poirot, qui souhaite marquer un moment qui ne devrait pas exister. Regardez de plus près. » Je me suis penché. Les mains étaient gelées à 1h13. L'heure et les minutes s'alignaient comme un battement de cœur arrêté. Poirot se dirigea vers le coin, s'accroupissant près de la cheminée. « Le corps y a été retrouvé ici, n'est-ce pas? »« Oui, répondis-je. »« Avachi sur la chaise, dit Miss Vane. »« Et pourtant, pointa Poirot, il n'y a aucun signe d'impact, aucune éraflure sur le tapis. La chaise elle-même est trop loin du bureau pour avoir été atteinte naturellement. Et ici, il s'agenouilla près des morceaux d'horloge cassés. Une trace de graisse, sombre, visqueuse, de l'huile moteur, peut-être. J'ai froncé les sourcils. Est-ce que ça pourrait venir du mécanisme de l'horloge? Peut-être, dit Poirot, mais plus probablement d'une main gantée, une main qui a falsifié la montre. Il se releva avec effort, effleurant ses genoux. Et le carillon, Hastings, Mademoiselle Vane a dit qu'il était étouffé, peu naturel. Cela suggère que quelque chose de modifié. Nous devons examiner l'intérieur. Vous croyez que quelqu'un l'a mis en scène? J'ai demandé. Poirot fit un petit signe de tête satisfait. Mais oui, une performance, mon ami. Et le public, nous avons tous été amenés à croire que l'heure de la mort était inscrite sur l'horloge. Mais le meurtrier, il a écrit sa propre pièce. Il est temps, comme on dit, de réviser le scénario. Avec l'aide de Dudgeon, le majordome solennel, les restes de l'horloge de la 13e heure furent transportés sur une table d'appoint pour une inspection plus approfondie. Poirot, armé d'une paire de pinces fines qu'il avait fabriquées, Dieu sait d'où, commença à trier les fragments avec la patience d'un bijoutier, examinant un diamant. Je me suis penché plus près, essayant de paraître utile, mais me sentant, comme toujours, un peu perdu. Les engrenages et les boîtiers ne signifiaient pas grand-chose pour moi. Même si j'ai remarqué le savoir-faire de l'horloge, c'était vieux, du début du 19e siècle, à mon avis, mais le design semblait faux. Ce n'était pas simplement décoratif, c'était intentionnel. « Tiens, » dit Poirot, sortant un morceau de laiton déchiqueté, avec une légère décoloration près d'un bord. « Vous voyez les résidus, Hastings ?» J'ai plissé les yeux. « Cire ? Cire à cacheter, faible mais indubitable. » Il le posa soigneusement et se dirigea vers le boîtier arrière, qui s'était fendu lors de la chute. Utilisant à nouveau sa pince à épiler, il souleva un mince panneau de bois, et celui-ci céda avec un bruit sourd. Il y avait à l'intérieur une cavité peu profonde,
pas plus grande qu'une enveloppe. C'est creux, dit-il doucement, et pourtant pas vide. Là, il en sortit un léger morceau de parchemin, pas plus gros qu'un timbre-poste. Il y avait dessus une boucle d'encre, reste de ce qui devait être autrefois une signature. Qu'est-ce qu'il y avait ici? J'ai demandé. Un document, dit Poirot, très probablement plié, caché, quelque chose que seul l'avocat et peut-être un autre connaissaient. Il s'est tourné vers moi. Et maintenant, Hastings, ce quelque chose a disparu, brûlé peut-être, ou pris. Ensuite, l'horloge n'était pas seulement symbolique, elle était pratique. Exactement, un conteneur pour les secrets, et notre meurtrier le savait. Poirot brandit le boîtier une fois de plus. Mais le meurtrier a commis une erreur, mon ami. Il croyait qu'en détruisant le message disparaîtrait. Il eut un petit sourire. Mais non, l'horloge parle encore. Et moi, Hercule Poirot, j'écoute très attentivement. C'est le lendemain matin, autour d'un petit déjeuner, composé d'œufs pochés et de thé tiède dans la salle à manger sombre, que Miss Vane entra avec une expression tendue et un morceau de papier plié à la main. « Madame Loomis a disparu », dit-elle sans préambule. Poirot, qui venait de beurrer délicatement son toast, se figea en plein mouvement. « Disparue, mademoiselle? Mais ce n'est pas une maison aux 1000 portes. Expliquez. » Elle ne s'est pas présentée à la cuisine ce matin. Je suis allé dans sa chambre. Son lit n'avait pas été dormi. Cela a été laissé sur sa coiffeuse. Elle tendit le message à Poirot. Je me penchai pour lire par-dessus son épaule. Je n'aurais pas dû parler. Je pense que quelqu'un m'a vu. Je vais à la police aujourd'hui. Je ne peux pas rester ici, pas après ce que j'ai vu près de la cave à vin. Pardonne-moi, elle. Une note curieuse, murmura Poirot, en la pliant avec soin. Remarquez, Hastings, la répétition. Je pense que quelqu'un m'a vu. L'incertitude est révélatrice. Elle a vu quelque chose, oui, mais elle craint de l'avoir été. Aussi vu. J'ai froncé les sourcils. Et elle a mentionné la cave à vin. Précisément, un détail qui n'a encore été évoqué par aucun autre parti. Espérons que la gendarmerie l'ait vu. Poirot a demandé à Dodgeon de convoquer la police locale. En moins d'une heure, nous avons eu la confirmation. Madame Loomis ne s'était pas présentée au poste. On ne l'a pas non plus vue monter à bord d'un train du matin, en provenance du village. Et pourtant, dit Poirot, alors que nous nous trouvions dans le couloir à l'extérieur de la cuisine, elle a laissé son manteau et ses galoches. Elle ne peut pas être allée loin, pas volontairement. Alors tu crois? Je crois, dit-il lentement, que la femme qui en savait trop ne sait plus rien du tout. La question est, a-t-elle été réduite au silence? Ou est-ce qu'elle s'est fait taire? Il s'est tourné vers moi. Viens, Hastings, à la cave à vin. Et qu'espérez-vous y trouver? Il eut un sourire crispé. Réponse. Ou peut-être davantage de mensonges, habillés sous les traits de la vérité. La descente dans la cave à vin, voûtée, en pierre, révéla peu d'intérêt, même si Poirot passa un temps excessif à taper sur les briques et à inspecter la poussière pour déceler des perturbations. Pendant ce temps, j'étais plus intéressé par ce qui se passait en surface. Il semblait que les membres de la maison Vane avaient développé un soudain intérêt pour le secret. Cet après-midi même, j'ai trouvé Julian dans le jardin arrière, en train d'alimenter des papiers dans un petit brasier, avec plus d'intensité qu'il n'était strictement nécessaire pour un homme se débarrassant de vieilles factures. « Ménage de printemps, n'est-ce pas ?» dis-je en plaisantant à moitié. Commença-t-il, visiblement. Juste de vieux brouillons. Les finances d'oncle Cédric étaient en désordre. Je suis en train de trier les choses pour Cordelia. Cela semble un peu personnel, notai-je. Certains de ces papiers ressemblaient à... Des lettres, l'interrompit-il.
Oui, correspondance familiale, sans importance, mieux vaut l'oublier. Sa mâchoire se serra, alors qu'il se retournait vers les flammes. À l'étage, Poirot avait découvert quelque chose d'aussi étrange. Dans la chambre de Sibylle, après lui avoir demandé la permission, il remarqua un petit médaillon en argent caché, parmi une pile de mouchoirs. À l'intérieur se trouvait une photographie. Monsieur Lenton, l'avocat décédé. « Un objet de sentiment, mademoiselle ?» demanda légèrement Poirot. Sibylle rougit. Nous faisions connaissance, brièvement, avant que ses mœurs ne soient compromises. Poirot haussa un sourcil. Alors vous l'avez désapprouvé. Pourtant vous gardez son image ? Je le garde pour me rappeler de la tentation et des dangers d'une confiance mal placée. Très moral, dit doucement Poirot. Comme si cela ne suffisait pas, je suis tombé sur Éléanore dans le salon, seule, pleurant doucement, alors qu'elle tenait quelque chose dans sa main. C'était un coupe-papier dont la lame était proprement cassée en deux. « Et es-tu blessé ?» ai-je demandé doucement. Elle secoua la tête. « Non, c'était le sien, celui d'Archibald. Il l'a laissé ici une fois, il y a des années. Je l'ai trouvé parmi l'argenterie. J'ai juste... » Elle s'arrêta, se frottant la joue. « Je suppose que ce que nous n'avons jamais été me manque. » Quand j'ai raconté tout cela à Poirot plus tard, il a poussé un petit soupir. « Ah, Hastings, comme tu vois tout, et pourtant tu manques tout. L'amour, la honte, la peur. Chacun porte un masque différent, mais la vérité, elle transparaît, oui. Vous devez faire attention à leurs paroles et leur silence. Cette nuit-là, je me suis retrouvé éveillé dans l'étroite chambre d'amis, le vent faisant trembler les fenêtres et le craquement lointain, occasionnel, des vieux os de la maison, résonnant dans mes oreilles. Mon esprit était agité, rempli d'horloges qui sonnaient à des heures anormales, de documents cachés, de femmes de ménage disparues et de secrets qui semblaient suspendus dans l'air même de Thornley House. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai exprimé mes pensées. « Poirot, dis-je en posant ma tasse de thé, j'ai pensé à cette horloge. Au début, je pensais que c'était juste une superstition, un peu de mélodrame. Mais plus nous en entendons, eh bien, je commence à penser qu'il y a quelque chose là-dedans. » Poirot ne leva pas les yeux de son œuf à la coque. Naturellement, il y a quelque chose là-dedans. Vous pensez que le comportement de l'horloge fait partie du meurtre ? Il tapota précisément sa cuillère contre la coquille. Hastings, vous souvenez-vous de ce que j'ai dit le jour où Miss Vane est venue nous voir, pour la première fois ? J'ai froncé les sourcils. Vous avez dit que la 13e heure n'était pas réelle. Ah, mais ça est, mon ami, dit-il en levant enfin les yeux. Pas dans le temps, peut-être, mais dans l'intention. La 13e heure est l'heure à laquelle personne ne s'attend. Le moment au-delà de la logique, au-delà de l'observation. C'est là que se cache le tueur. Tu es encore une fois énigmatique. Comme toujours, dit-il avec un léger sourire. Mais bientôt, Hastings, la 13e heure sonnera à nouveau, et cette fois, nous serons prêts. Je ne savais pas si je devais me sentir rassuré ou énervé, et je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à la vieille horloge du couloir, juste pour m'assurer qu'un chiffre supplémentaire n'avait pas augmenté du jour au lendemain. C'était un après-midi gris et venteux lorsque Poirot demanda que les suspects, même s'ils n'auraient jamais utilisé un terme aussi vulgaire, soient invités au salon, un par un, pour ce qu'il qualifia de « conversation des plus délicates ». Le feu crépitait faiblement, comme s'il hésitait à brûler, et les lourds rideaux de velours restaient tirés pour empêcher le gémissement persistant du vent de passer. « Psychologie, Hastings », murmura-t-il, en lissant ses moustaches avec le plus grand soin. « C'est le théâtre de l'esprit,
Les acteurs, ils portent leurs expressions comme des costumes. Il faut simplement guetter la déchirure de l'ourlet, n'est-ce pas? Je me suis assis avec un cahier à la main. Même si, je l'avoue, je n'ai noté que des impressions. Poirot, bien entendu, n'avait pas besoin d'un tel outil. Il écoutait avec chaque muscle. La première à arriver fut Madame Eleanor Vane Woodbridge, ressemblant tout à fait à une veuve composée en soie gris tourterelle. Elle était assise élégamment, les chevilles croisées, les mains jointes avec précision. « Vous connaissiez bien Monsieur Lenton ?» commença doucement Poirot. « Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, » répondit-elle d'un ton calme, presque répété. « Il a aidé mon défunt mari avec les fiducies familiales. » Poirot pencha la tête. « Et pourtant vous vous êtes disputés récemment ?» Elle cligna des yeux. « Qui t'a dit ça ?»« Une lettre entendue, les voix voyageant dans les vieilles maisons. » Elle hésita. Nous n'étions pas d'accord sur une clause de la succession. Il était brusque, contrairement à lui. Je pensais que peut-être quelqu'un avait fait pression sur lui. Poirot hocha lentement la tête, sans rien dire. Vint ensuite Miss Sibyl Vane, le dos raide, les doigts serrés comme ceux d'une religieuse pénitente. « Je n'apprécie pas qu'on nous soupçonne, monsieur Poirot, » dit-elle aussitôt. « Je ne te soupçonne pas non plus, » dit-il doucement. « Seulement ceux qui ont des secrets. En avez-vous un ?» La mâchoire de Sibyl se serra. L'avocate était un homme immoral. Il manipulait les gens, et Dieu n'apprécie pas la tromperie. Poirot observe ses mains, aux jointures blanches, tremblantes. « Votre foi est admirable, mademoiselle, mais la foi peut être un manteau, aussi bien qu'un bouclier. » Elle se leva sans y être invitée. « Si vous voulez trouver le mal, monsieur Poirot, cherchez parmi les incroyants. » Poirot ne sourit que faiblement en partant. Puis vint le docteur Markham, calme et professionnel. « Vous ne trouverez rien en psychologie qui prouve le meurtre, Poirot. Au contraire, » Poirot dit doucement, « l'esprit est l'endroit où le meurtre commence. » Markham rit. « Je maintiens mon avis médical. Stress, hypertension, une fin tragique, mais pas suspecte. » « Et pourtant, » murmura Poirot, « vous avez modifié l'heure du décès sur le certificat. » Le sourire du docteur s'effaça, mais seulement brièvement, pour protéger la famille du scandale. « Et pourtant, le scandale est arrivé de toute façon, » a déclaré Poirot, les yeux brillants. Alors que la porte se refermait derrière Markham, je me penchai vers Poirot. « Bien ?» Il sirota sa tisane et dit doucement, « Ils disent à chacun la vérité, Hastings, mais pas toute la vérité. Ah oui, oui, comme c'est gênant. » Le lieutenant Julian Vane fut le dernier à entrer. Il se déplaçait avec une efficacité brève, mais ses yeux se tournaient vers tous les coins du salon, comme un homme évaluant un champ de bataille inconnu. Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Détendez-vous, mon capitaine, » dit-il avec un léger sourire. Julian ne sourit pas en retour. « Vous faites perdre du temps à tout le monde, monsieur Poirot. Mon oncle était excentrique. Monsieur Lenton était impopulaire. Ce n'est pas une recette pour un meurtre. Et pourtant, dit Poirot, vous avez brûlé des papiers. » La mâchoire de Julian se serra. Les vieilles lettres, rien qui ne concerne personne d'autre que moi. En effet, Poirot se pencha en avant. Vous étiez en Inde, puis en Afrique. Pourtant, votre dossier militaire montre des transferts soudains. Le visage de Julian rougit. Et alors, l'armée déplace les gens. Et parfois les supprime, a déclaré Poirot. Dites-moi, lieutenant, qu'est-ce qui vous hante le plus? Le passé que vous avez fui, ou le présent que vous ne pouvez pas contrôler? Julian se leva brusquement et fit les 100 pas. Tu crois que je voulais l'argent de mon oncle? Que je suis revenu ici pour me disputer l'héritage comme un vautour?
La voix de Poirot était calme. « Je pense que vous êtes revenu pour retrouver quelque chose de perdu, peut-être la dignité, peut-être la rédemption. Et lorsque vous ne l'avez pas trouvé, vous avez brûlé ce qui vous rappelait son absence. » Julian s'arrêta, les mains serrées. « Je n'ai pas tué Lenton. J'ai à peine parlé à l'homme. Il reniflait toujours. Il posait des questions sur le testament. Il allait le changer, vous savez. Il a dit que Cordelia méritait plus que la maison. » Poirot hocha lentement la tête. « Alors tu craignais d'être déshérité ?» La bouche de Julian se tordit. « J'ai vu des hommes mourir pour moins cher. » Il y eut une pause. Poirot se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. « La guerre laisse des blessures, mon ami. Certaines sont visibles, d'autres moins. » Julien n'a pas répondu. « Merci, dit enfin Poirot. Vous m'avez grandement aidé. » Tandis que Julian partait, je me tournai vers Poirot. « Eh bien, est-ce notre homme ?» Poirot secoua la tête. « Non. Il a de la rage, oui, mais pas du genre à tuer en silence. Ses blessures sont bruyantes. Alors quel genre de blessures recherchons-nous » Poirot eut un léger sourire. Le genre cousu en secret, Hastings. Le genre caché derrière la courtoisie. Ceux, mon ami, sont mortels. C'est plus tard dans l'après-midi que Poirot invita Miss Sibyl Vane pour une seconde conversation. Cette fois, non pas dans le salon, mais dans l'ancienne véranda où du lierre rampant et des orchidées en pot encadraient les murs vitrés comme les accessoires d'une scène oubliée. Sibyl entra avec une assurance raide, une fine Bible reliée en cuir sous le bras, les lèvres pressées dans une ligne de jugement retenue. « Vous souhaitiez me revoir, monsieur Poirot ?»« Seulement brièvement, mademoiselle, » dit-il en s'inclinant. « Il n'y a que quelques détails qui me laissent perplexe. Petite curiosité, vous comprenez. Rien de plus. » Elle resta debout, comme pour signifier qu'elle n'avait pas l'intention de s'attarder. « J'aiderai autant que je peux, mais je vous l'ai déjà dit. Dieu voit tout. Cela devrait suffire. » Poirot eut un doux sourire. « En effet. Mais parfois, mademoiselle, Dieu n'est pas si prompt à fournir les faits. C'est là que je dois jouer un petit rôle. » Sibyl jeta un coup d'œil à la fenêtre, sa voix se faisant plus aiguë. « Cette maison est pleine de péchés. Les méchantes excentricités de mon oncle, la cupidité de l'avocat, les irrégularités d'Éléanore. La 13e heure est une malédiction. Nous avons été prévenus. » « Ah oui. » Poirot hocha la tête. « Vous avez parlé de l'horloge qui a sonné cette nuit-là. Et pourtant vous n'étiez pas dans le bureau. Comment avez-vous alors su que c'était déjà cassé quand la police est arrivée ?» Son regard revint au sien. « J'ai supposé. » Poirot pencha la tête. « Supposé ? Mais le gendarme n'a pas partagé cette information. Elle n'a été découverte que quelques heures plus tard, bien après que les lieux m'aient été dégagés. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. « Peut-être, » dit doucement Poirot. « Avez-vous entendu autre chose que le carillon cette nuit-là? Si quelque chose que vous préféreriez oublier. » Sibyl serra plus fort la Bible. Il méritait d'être puni. La voix de Poirot baissa d'une octave. « Vous parlez comme si le crime était la justice divine. »« Je parle comme quelqu'un qui connaît le mal quand elle le voit. » Siffla-t-elle. Poirot s'inclina légèrement. « Merci, mademoiselle. Vous m'en avez dit plus que vous ne le pensez. » Et lorsqu'elle sortait, je haussai les sourcils vers lui. Eh bien, c'était quelque chose. Poirot se tapota la tempe. La culpabilité, mon ami, ne se cache pas toujours dans l'ombre. Parfois, elle se cache dans la droiture. Plus tard dans la journée, nous avons trouvé Madame Eleanor Vane Woodbridge, assise seule dans la salle de musique, ses doigts gantés, posés sur les touches d'ivoire d'un piano intact. Elle leva les yeux lorsque nous entrâmes, ses traits tirés, son expression d'un calme fragile.
Est-ce une autre série d'insinuations subtiles, monsieur Poirot? Demanda-t-elle avec une trace d'amusement lasse. Pas du tout, répondit Poirot, en s'installant doucement dans un fauteuil fleuri. Seulement, compréhension. Vous voyez, madame, je soupçonne que vous avez porté un fardeau bien plus lourd que vous ne le prétendez. Elle expira lentement. De quel fardeau s'agit-il? Poirot se pencha légèrement en avant. Affection, non. Pour un homme dont la mort vous a laissé non seulement triste, mais fracturé. Ses yeux s'écarquillèrent, juste pendant une seconde, puis se rétrécirent. Vous voulez dire monsieur Lenton? Poirot hocha la tête. La photo cachée dans votre tiroir, le coupe-papier tenu trop serré dans votre main, ce ne sont pas les souvenirs d'une simple connaissance. Elle détourna le regard. Nous avons eu une connexion. Il y a des années, avant le décès de mon mari. Cela n'a jamais été physique, jamais scandaleux. Mais émotionnel? Oui, Archibald m'a compris. La voix de Poirot s'adoucit. Et pourtant, cette affection n'était plus réciproque. Ça a changé, dit-elle après une pause. Dernièrement, il avait pris froid, nerveux. Je pensais qu'on le menaçait peut-être. Il y a fait allusion. Et puis, il est mort. Je me déplaçais inconfortablement, ne sachant pas si je la plaignais ou si je me méfiais davantage d'elle. « Vous vous êtes disputé, » dit Poirot. « Oui, a-t-elle admis. Il a dit qu'il y aurait des changements dans le testament, que Cédric avait pris des décisions qu'aucun de nous ne voudrait. Il n'a pas cité de nom, mais j'ai senti que j'allais être exclu. » Poirot se leva. « Et pourtant, madame, vous n'avez pas versé de larmes pour votre perte de fortune, mais pour l'homme qui ne vous a plus rendu le regard. » Elle le regarda alors, avec quelque chose comme de la gratitude. « Vous voyez plus que la plupart, naturellement, et je me demande, qui d'autre a vu vos larmes et a mal compris leur but ?» Elle n'a pas répondu. Mais alors que nous sortions dans le couloir, Poirot murmura « L'amour, Hastings, est un alibi dangereux, trop proche du chagrin, trop facile à déformer. » Le docteur Félix Markham était un homme de science, et il veillait à nous le rappeler à chaque occasion. Ainsi, lorsque Poirot a demandé une conversation privée dans la bibliothèque, le médecin est arrivé avec une expression douce et les mains jointes derrière le dos, précisément l'attitude de quelqu'un qui se croyait au-delà de tout soupçon. De quoi s'agit-il, Poirot? Il a demandé, dans l'espoir d'obtenir des aveux de l'homme au stéthoscope? Pas du tout, dit Poirot, en inspectant le bord d'une étagère. Seulement de la clarté. Markham s'appuya contre la cheminée. J'ai donné la cause du décès, déposé le rapport. Je n'ai rien à cacher. Sauf, dit doucement Poirot, la vérité. La mâchoire de Markham se contracta. Signification. Vous avez modifié l'heure du décès. Il y eut un moment de silence, continua Poirot, d'un ton vif. La note originale indiquait 1h30 du matin. Vous l'avez changée à 2h15. Pourquoi? Markham détourna le regard. C'était sans conséquence. Rien n'est inconséquent, Poirot dit sèchement. Surtout pas dans le cas d'un meurtre. Markham se hérissa. C'était pour le bien de Cordelia, pour atténuer le scandale. Je pensais que c'était un coup personnel, pas un crime. Poirot faisait les 100 pas. Pourtant, le changement a commodément créé un alibi pour chaque membre de la famille. Markham était silencieux. Poirot se tourna. Ou peut-être que vous couvriez votre propre présence dans le bureau à 13h13. Je n'étais pas là, claqua Markham. Poirot hocha lentement la tête. Mais oui, mais la vérité, docteur, est comme l'anatomie. Il résiste à la distorsion. Si l'on coupe trop loin, c'est tout le système qui saigne. Il se dirigea vers le bureau et en sortit un drap plié. Une copie du rapport original,
L'écriture manuscrite dans la marge n'est pas la vôtre. Markham pâlit. Vous avez reçu de l'aide, ou avez donné de l'aide. Quoi qu'il en soit, quelqu'un d'autre connaît l'heure réelle du décès. Le médecin n'a rien dit. Poirot sourit légèrement. Votre silence en dit long, mon cher médecin. Et maintenant, l'horloge se rapproche de la 13e heure, pour nous tous. C'était la fin de l'après-midi, avec une fine bruine traçant des traînées le long des fenêtres en plomb, lorsque Poirot demanda à Miss Vann les clés de la cave. Elle parut perplexe, mais obéit sans poser de questions. « Tu crois que la réponse réside dans le vin, Poirot ?» ai-je demandé alors que nous descendions l'escalier étroit, l'air devenant humide et moisi à chaque marche. « Non, mon ami, » répondit-il. « Mais en quoi réside sous le vin ? La cave était longue et basse. Ses murs de pierre étaient bordés de casiers poussiéreux, remplis de bouteilles, datant de diverses époques de l'Antiquité. Au fond, à moitié caché, derrière une caisse en bois, Poirot trouva ce qu'il cherchait. Une alcôve en briques avec du mortier, qui semblait étrangement plus récente que les autres. Il s'agenouilla et passa ses doigts le long du mur. « Vous voyez, Hastings, observez la poussière, ou plutôt son absence, et ici, les marques sur le sol. Quelque chose de lourd a été déplacé récemment. Ensemble, à l'aide d'un pied de biche, emprunté à John, nous avons délogé le panneau extérieur. Derrière lui se trouvait un tunnel bas, à peine assez large pour qu'un homme puisse y ramper. Cela mène à l'étude, dit Poirot avec satisfaction. Nous avons suivi son cours jusqu'à une sortie cachée, derrière la cheminée dans la pièce même où M. Lenton avait trouvé la mort. Remarquable, ai-je soufflé. Alors quelqu'un aurait pu laisser le dîner inaperçu, se faufiler ici, commettre le meurtre et revenir sans être vu. Poirot hocha la tête. Exactement. Et ainsi, les alibis, si soigneusement construits, commencent à s'effondrer. Mais qui connaîtrait un tel passage? Poirot épousseta ses genoux. Quelqu'un ayant une connaissance intime de la maison, peut-être quelqu'un qui a joué ici quand il était enfant, ou quelqu'un qui l'a vu utilisé dans le passé. Il se tourna vers moi, les yeux plissés. Mais plus important encore, Hastings, ce passage ne permettait pas seulement l'accès, il permettait isolement. Le tueur n'a pas arrivé à être seul, il fait eux-mêmes seuls. Et le motif? Poirot sourit énigmatiquement. Ah, cela reste pour l'acte final, mais nous sommes proches maintenant, mon ami, donc très proches. La décision suivante de Poirot fut aussi soudaine que curieuse. Il demanda un inventaire complet des horloges de Thornley House. « Des horloges ?» répétai-je. « Vous ne pensez sûrement pas que l'un d'eux a commis le crime ?» Poirot m'a lancé un regard flétri. « Hastings, vous plaisantez, mais laissez-moi vous demander. Si vous souhaitiez modifier le temps lui-même, ne serait-il pas sage de commencer par savoir, il ?» Miss Vane parut confuse, mais s'exécuta, en voyant Dudgeon noter chaque montre de la maison. Sur les 17 horloges, une horloge de carrosse qui se trouvait autrefois dans le bureau, manquait. Inhabituel, dit pensivement Poirot, d'autant qu'il avait peu de valeur, donc pas volé, supprimé. Ce soir-là, alors qu'il inspectait la cheminée de la chambre de Lord Cédric, une pièce restée pratiquement intacte depuis sa mort. La main gantée de Poirot fouilla dans le conduit et en sortit un morceau de parchemin plié, à moitié brûlé, dont les bords s'enroulaient dessus. Il le posa à plat sur le bureau, le lissant doucement. « Une ébauche d'un Nouveau Testament, » dit-il doucement. « Notez les empreintes du sceau, récentes, et l'écriture, c'est celle de Lenton. » Les mots étaient pour la plupart illisibles, mais une phrase ressortait pour léguer Thornley House à Miss Cordelia Vane. Poirot tapota la page. Voilà.
Maintenant, nous comprenons le jeu. L'avocat n'agissait pas simplement au nom du défunt. Il réalisait son dernier souhait. Et quelqu'un, j'allais tout perdre, j'ai sifflé. Alors ils ont tué pour empêcher la lecture du testament. Poirot hocha la tête. Et j'ai détruit la copie. Mais un tueur qui brûle la vérité oublie toujours. Les cendres parlent encore. Et l'horloge, j'ai demandé. Les yeux de Poirot pétillèrent. La montre disparue détient le dernier secret. Lorsque nous la trouvons, nous trouvons le tueur. Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait sur la lande et que Thornley House semblait respirer des secrets, Poirot et moi étions de nouveau dans le salon. « Je commence à voir, Hastings, dit-il doucement, que ce n'est pas la 13e heure que nous devons craindre. Je l'ai regardée. Et alors ? C'est ce qui ment au-delà, c'est l'heure que personne ne regarde. Le silence entre les coups. C'est là que se cache le tueur. » Il regarda la cheminée, puis les braises fumantes dans l'âtre. « Et demain, dit-il, nous apporterons la lumière aux ombres. L'acte final commence. » La convocation fut émise à 7 heures précises du soir et, à 1h30, tous les membres de la maison Vane étaient rassemblés dans le grand salon. Le grand lustre au-dessus vacillait de la douce lueur des bougies, projetant de longues ombres sur les visages des personnes présentes, chacune portant, à sa manière, l'attention tranquille de l'attente du jugement. Poirot se tenait près du foyer, la posture droite, les doigts retroussés. Il avait l'air non seulement calme, mais presque cérémonieux, comme s'il s'était préparé pour un spectacle. Cordelia était assise la plus proche de lui, son visage pâle mais résolu. Julian se prélassait près de la cheminée avec une inclinaison provocante du menton. Sibyl était perchée près du piano, ses lèvres serrées en une ligne ferme et impitoyable. Elénor se tenait devant le meuble à boissons, même si elle n'a rien versé, et le docteur Markham s'appuya contre le mur, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. « Mesdames et messieurs, » Poirot commença, avec une légère inclinaison de la tête, « je vous remercie d'être venus. Il n'est jamais agréable de parler de meurtre, surtout quand on est assis à côté. » Personne n'a parlé. Poirot poursuivit. « Nous sommes ici pour discuter non seulement de la mort de M. Archibald Lenton, mais aussi de la toile qui s'est tissée autour d'elle, si astucieusement, si délibérément, que la vérité a failli être perdue. » Julian se moqua doucement, mais ne dit rien. « Vous aviez tous des motivations, oui, et vous avez tous eu une opportunité. Mais ce meurtre, ce n'était pas un crime passionnel, c'était un crime de calcul, de la peur et du timing. » Il se tourna vers le foyer et fit un geste. « Ici, sous ce manteau, un homme est mort. » Les aiguilles de l'horloge étaient arrêtées, mais seulement dans un sens. Il y eut un silence, épais comme les ombres. La voix de Poirot baissa. « Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une maison où chaque pièce détenait un secret et où chaque horloge sonnait vers la trahison. » Et sur ce, le petit détective belge ajusta ses poignets, lissa sa moustache et fit un pas gracieux en avant. « Le rideau, mes amis, est prêt à se lever. » Les yeux de Poirot parcoururent la pièce, et quand il reprit la parole, ce fut sur un rythme calme, presque théâtral. « Thornley House, a-t-il déclaré, a joué de nombreux rôles au fil des siècles. Une maison, une forteresse, un mausolée. Mais par-dessus tout, elle est devenue une scène. Et chacun d'entre vous, mes amis, a joué votre rôle avec un grand dévouement. » Sibyl bougea inconfortablement. « Oui, » a poursuivi Poirot. « C'était une performance, une production de fumée et de miroir. Considérons un instant les rôles. » Il fit un geste vers Sibyl, la vieille fille dévote, condamnant toujours les autres tout en gardant ses propres secrets derrière une croix et un médaillon. Le visage de Sibyl s'assombrit.
Comment oses-tu » Poirot leva la main. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Vous n'êtes pas Molly, vous n'êtes pas seule sur scène. » Il se tourna vers Éléonore. La veuve en deuil, drapée dans la dignité, tenant un coupe-papier cassé, non pas comme une arme, mais comme un souvenir. À Julian, le héros de guerre, courageux au combat, mais acculé par les dettes et la culpabilité, brûlant les preuves avant qu'elles ne parlent plus fort que votre silence. Au docteur Markham, et le bon docteur, sage, calme, digne de confiance, peut-être trop. Le regard de Poirot balaya à nouveau la pièce. Et qu'en est-il de Cordelia, l'héritière, ou peut-être la sceptique, la seule assez courageuse pour défier l'illusion? Cordelia ne dit rien. Poirot se dirigea lentement vers la cheminée. Vous voyez, mes amis, le meurtre n'était pas spontané. Il a été répété. Chaque mouvement était chorégraphié. Le décor, une pièce isolée, une horloge brisée, un testament disparu. Les accessoires, un passage caché, des documents altérés et une femme de ménage disparue. Hastings s'éclaircit la gorge, à côté de moi. Vous faites ressembler cela à un mélodrame. Poirot se tourna avec un sourire. Mon ami, c'était exactement que le meurtrier a écrit le scénario. Le reste d'entre nous a simplement lu nos lignes. Il fit une pause. Mais maintenant, moi, Hercule Poirot, je vais interpréter l'acte final et révéler le véritable dramaturge derrière cette sombre production. La pièce restait immobile. Tous les visages se tournaient vers lui dans une respiration silencieuse et partagée. Poirot jeta un coup d'œil à sa montre et sourit faiblement. La 13e heure est venue. Poirot s'avança vers Julian, qui se tenait debout, les bras croisés, les yeux plissés. Vous, monsieur Julian, êtes un homme d'action, mais l'action sans réflexion est dangereuse. Julian eut un petit rire. Vous m'accusez de quelque chose? Poirot leva un doigt ganté. Non, je suis révélateur quelque chose. Il se tourna vers la petite table à proximité, où Hastings avait déposé plusieurs éléments de la collection de preuves de Poirot. Parmi eux, se trouvait une enveloppe brûlée. Ceci, mon ami, a été trouvé dans les restes de votre brasier. Un document à moitié brûlé avec votre signature. Dois-je le livre? L'expression de Julian changea légèrement. Reconnaissance de dette, a déclaré Poirot. Beaucoup d'entre eux, certains remontent à peine à quelques mois, des dettes d'un montant considérable, n'est-ce pas? Julien ne dit rien. Et à qui est-il dû? Monsieur Lenton, le défunt. Un murmure parcourut la pièce. Vous voyez, poursuivit Poirot. L'avocat avait le dessus. Il aurait pu vous dénoncer. Vous aviez un mobile, lieutenant. La bouche de Julian se tordit. Motif, peut-être, mais je ne l'ai pas tué. Vous prétendez que vous étiez au dîner tout le temps, mais le passage caché offre une autre possibilité. Julien détourna le regard. Poirot adoucit son ton. Je ne crois pas que vous l'ayez tué. Vous êtes trop direct, trop direct. Votre culpabilité réside dans peur, pas un meurtre. Vous avez brûlé les documents, oui, mais la peur d'être exposé n'est pas la même chose que l'intention de tuer. Julien parla enfin. Il a dit qu'il allait me ruiner, que mon héritage était en danger. J'ai paniqué. Poirot hocha doucement la tête. Et dans cette panique, vous avez alimenté les flammes. Mais c'est tout ce que vous avez fait. Il recula. Une pièce du puzzle, un masque de plus, enlevé. Mais pas le meurtrier. Non, non. Le tueur est plus intelligent que vous, lieutenant, et plus expérimenté dans la tromperie. Il se tourna vers les autres. Nous continuons. Poirot tourna toute son attention vers Sibyl Vane, qui était assise bien droite, tenant son livre de prière comme s'il s'agissait d'une armure. « Mademoiselle, commença-t-il doucement, vous avez beaucoup parlé de moralité, de jugement, de justice divine.
Mais je me demande si votre piété était née de la foi ou de la peur. » Sibylle se raidit. « Comment osez-vous remettre en question mes convictions, monsieur Poirot ? » ?»« Je ne remets pas en question votre croyance, mademoiselle, » répondit-il calmement. « Seul le utilisé auquel ils sont placés. » Il fit un petit pas en avant. « Vous voyez, j'ai fait une découverte intéressante dans votre chambre. Un médaillon, caché, pas précieux. À l'intérieur, une photographie de monsieur Lenton. » Elle n'a rien dit. Poirot a poursuivi. « Au début, je pensais que c'était un signe d'affection, mais non, vos paroles vous ont trahi. Vous avez dit que c'était un homme corrompu, un tentateur. » La mâchoire de Sibylle se serra. Le ton de Poirot s'accentua. « Vous avez gardé la photo non pas parce que vous aimez lui, mais parce qu'une fois tu aimais quelqu'un, il a ruiné. » À cela, un tremblement la parcourut. Il y a des années, une femme de chambre dans cette maison a été renvoyée subitement. Je me suis renseigné. Elle s'appelait Marjorie Collins. Elle est partie sans référence, a complètement disparu du service. Et pourquoi? À cause d'un scandale, un homme, une trahison. Sibylle se leva brusquement. « C'était mon ami !» Poirot hocha gravement la tête. Et Lenton en était la cause. Elle se rassit, lentement. « Vous avez alors gardé le silence, mademoiselle. Mais lorsqu'il est revenu à Thornleigh pour régler la succession, vous avez vu votre chance d'obtenir justice? Du moins, c'est ce que vous avez cru. »« Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle, « mais je l'ai confronté. » Poirot hocha la tête. « En effet, vous l'avez fait. Vous avez menacé d'être révélé. Peut-être avez-vous même essayé de l'effrayer avec des messages énigmatiques ou des allusions à un châtiment divin. Mais ce n'est pas vous qui l'avez fait taire. » Il fit une pause. « Pourtant, tu étais une diversion, un harangue rouge. Vous avez utilisé le langage de la moralité pour cacher la douleur. Et ce faisant, vous avez aidé le tueur à s'échapper plus longtemps qu'il ne le méritait. Sa tête baissée, ses mains tremblaient. »« Je comprends. » Poirot dit doucement. « Mais maintenant, mademoiselle, la mascarade est terminée. » Poirot se tourna vers Éléanore, qui se tenait près du meuble à boissons, le visage illisible dans la lueur vacillante du feu. « Madame Vane Woodbridge, » dit-il doucement, « vous nous avez donné l'image d'une femme en deuil, et vous en êtes une, oui. Mais le chagrin, comme la culpabilité, peut induire en erreur. » Elle inspira lentement. « Tu crois que j'avais des raisons de tuer Archibald ?» Poirot incline la tête. « Vous aviez un mobile, bien sûr, un ancien attachement, des finances menacées, une vive dispute quelques jours avant sa mort. Son regard ne faiblit pas. Mais j'ai aussi vu vos larmes, madame, et j'ai écouté. Vous ne pleurez pas parce que vous avez perdu une opportunité, mais parce que vous avez perdu un ami. » Elle n'a rien dit. Poirot se rapprocha, son ton s'adoucissant. « Le coupe-papier cassé? Un souvenir? La photo dans votre tiroir? Un souvenir, pas un plan. » Elle cligna des yeux. « Il m'a dit qu'il avait peur, que quelqu'un le surveillait. J'ai proposé mon aide. » Poirot hocha la tête. « Mais il est mort avant que vous puissiez le faire. Et donc, vous pleurez. Pas avec rage, mais avec chagrin. » Les épaules d'Éléanore s'abaissaient, et son sang-froid se brisait légèrement. Poirot se tourna vers les autres. « Madame Vane Woodbridge n'est coupable que d'affection, une affection non satisfaite. » Éléanore fit un simple signe de tête silencieux, les yeux débordants. « Parfait, » dit Poirot en reculant. « Supprimons une ombre de plus. » Poirot faisait maintenant face au docteur Markham, son expression étant illisible. « Et maintenant, » dit-il d'une voix calme mais claire, « nous arrivons à l'acte final, le méchant, le manipulateur, le réalisateur derrière le rideau, le docteur Félix Markham. » L'expression de Markham n'a pas changé. C'est toute une accusation. Mais oui, Poirot acquiesça.
mais permettez-moi de présenter les preuves. » Il se dirigea vers l'âtre où les fragments de l'horloge brisée de la 13e heure avaient été remontés sur un tissu de velours. « Cette horloge, » a déclaré Poirot, « n'est pas tombée par accident. Elle a été altérée, manipulée mécaniquement pour que son carillon sonne précisément à 1h13. Une astuce théâtrale pour tromper les sens. » Il se tourna. Et qui connaîtrait le mécanisme exact d'une vieille horloge? Un homme formé en anatomie qui comprend les systèmes et le timing. Toi, médecin. Markham croisa les bras. Vous avez prétendu que le décès était naturel, et pourtant vous avez modifié l'heure du décès sur le certificat. Pourquoi? Pour protéger la famille du scandale, répondit Markham sur un ton neutre. Non. Tu l'as changé en fonction de ton alibi. Poirot sortit un papier plié. Le certificat original, avant la révision. Il place la mort de Lenton plus près d'1h13 que de 2h15. Il laissa tomber le journal sur la table. L'avocat avait découvert quelque chose, un Nouveau Testament, celui qui en excluait beaucoup ici, mais plus important encore, celui qui révélait que vous aviez siphonné des fonds du trust médical, Vane. Un détournement de fonds discret, sur des années. Il y a eu un allaitement collectif, continua Poirot. Lenton avait l'intention de vous confronter. Il avait caché le Nouveau Testament dans l'horloge de la 13e heure. Mais vous l'avez découvert. Vous l'avez attiré dans le bureau, avez récupéré le document et l'avez tué. La mâchoire de Markham se serra. Vous avez utilisé le passage secret pour entrer et sortir. Vous avez falsifié l'heure de la mort. Vous avez détruit le testament dans la cheminée. Et vous avez retiré la petite horloge de voiture qui indiquait l'heure réelle, cachée, jusqu'à ce que je la trouve, dans votre trousse médicale. Poirot se retourna, brandissant l'horloge de la voiture. Ses aiguilles étaient figées à 12h59. Voilà, le véritable moment de la mort. Pas 1h13, pas 14h15, juste avant la 13e heure, quand personne ne regardait. Une pause emplit la pièce. La voix de Markham, lorsqu'elle parvint, était froide. Le temps n'a jamais joué en mon faveur, alors je l'ai fait fonctionner pour moi. Poirot baissa légèrement la tête. Et ainsi, mon cher docteur, la vérité est révélée. La voix de Poirot résonnait clairement dans le grand salon, chaque mot étant délibéré. Et maintenant, dit-il, nous arrivons au vrai motif, pas un simple ressentiment, pas une petite vengeance, mais un crime enraciné dans un froid calcul. Argent, mes amis. Comme c'est souvent le cas. Il se tourna vers la pièce. Le regretté Lord Cédric Vane était un homme difficile, mais pas un imbécile. Avant sa mort, il était devenu méfiant. Il a commencé un audit des finances caritatives de la famille, en particulier du Vane Medical Trust, créé il y a des décennies pour soutenir les cliniques rurales et la recherche chirurgicale. Poirot faisait lentement les 100 pas entre les chaises. Cette fiducie était administrée par un seul homme, respecté, incontesté, digne de confiance. Ses yeux se posèrent fermement sur le docteur Markham. Et qu'a-t-il découvert? Que le bon docteur avait discrètement siphonné des fonds pendant des années, masqués par des frais de fonctionnement, des factures perdues, de faux bénéficiaires, des montants modestes au début, mais au fil du temps, des milliers de livres. Il y eut un halètement horrifié d'Eleanor. Julian marmonna quelque chose dans sa barbe. Poirot poursuivit. L'avocat, M. Lenton, a été chargé par Lord Cédric de réviser son testament et d'alerter les fiduciaires. Le Nouveau Testament a laissé la succession principalement à Mademoiselle Cordelia Vane et a nommé des auditeurs externes pour superviser la fiducie. Il fit une pause, mais cela n'a jamais vu le jour, parce que l'homme qui craignait le plus d'être découvert a veillé à ce qu'il soit volé, détruit, et que l'avocat qui le détenait soit réduit au silence.
Poirot s'approcha de la table et souleva le fragment brûlé des restes de la cheminée. C'est tout ce qui reste du dernier souhait de Lord Cédric. Le reste est parti en fumée, avec la vie d'un homme. Markham ne dit rien, son visage étant désormais pâle et rigide. « Vous voyez, » dit doucement Poirot, « vous n'avez pas tué pour protéger la famille, docteur. Vous avez tué pour protéger toi-même, pour garantir que l'héritage reste enchevêtré, le trust est resté incontrôlé, et vos secrets, votre vol, sont restés enfouis. » Un lourd silence tomba dans la pièce. La voix de Poirot se réduit à un murmure. « Le meurtre, mon cher docteur, est le prix que vous avez choisi de payer pour préserver votre illusion du temps. » Poirot se tourna maintenant vers le dernier objet posé sur la table, la petite pendule de carrosse en laiton, polie mais usée, avec une poignée délicate et des chiffres délavés. Cela, dit-il, était autrefois exposé dans le bureau, une chose discrète et modeste, jusqu'à ce qu'il disparaisse la nuit du meurtre. Il l'a tenu en l'air. Je l'ai trouvé caché dans la trousse médicale du docteur Markham. Pourquoi cacher une horloge? Parce que celle-ci détenait le secret que la 13e heure était censée obscurcir. Il montra le cadran de l'horloge. Il est arrêté. Son ressort a été endommagé, très probablement par une chute brutale, peut-être lorsqu'il a été glissé à la hâte dans un sac. Mais notez l'heure. Nous nous sommes tous penchés. Les mains pointaient précisément vers 12h59, avant le 13e carillon, avant le certificat de décès falsifié, avant la mise en scène du spectacle. Poirot regarda autour de lui. Cette horloge enregistrait le réel heure du décès. Au moment où l'avocat a rendu son dernier souffle, juste avant les carillons fantomatiques, était censé retentir. Il reposa doucement l'horloge, et ce faisant, il est devenu le témoin final. Pendant un long moment, personne ne bougea. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger tic-tac de la pendule. Le docteur Markham se tenait dans une étrange immobilité, la mâchoire serrée, les yeux flous. « Je suppose, dit-il enfin, que vous aurez justice maintenant. » Poirot ne répondit pas. Il se contenta de regarder le docteur, aucun triomphe dans son regard, seulement une tranquille certitude. Markham a continué. « Pensez-vous que j'ai apprécié ça, que j'étais un méchant avec un sou épouvantable ? Ce n'était pas de la cupidité, pas au début. J'avais l'intention d'emprunter, réaffecter, couvrir les dépenses. » Il eut un petit rire amer, mais le temps a une façon de s'écouler. D'abord, c'était quelques livres, puis quelques centaines, et tout d'un coup, j'étais un homme vivant avec du temps, emprunté, chaque heure surveillée, chaque audit était une menace. Lenton le savait. Il est venu ici avec ce testament en poche et un regard de jugement dans les yeux. Poirot s'approcha. « Et donc, vous avez joué votre dernière carte. » Markham croisa son regard. « Il m'aurait ruiné, ma réputation, mon travail, tout ce que j'ai construit, et je n'avais plus rien, sauf le temps, et même cela n'était pas de mon côté. » Il regarda une dernière fois l'horloge de la voiture. « Alors j'ai fait en sorte que ça marche pour moi. » La voix de Poirot était douce. « Et ce faisant, tu l'as arrêté pour toujours. » Le lendemain matin, la journée fut calme. La brume recouvrait les landes, et Thornley House se dressait derrière nous, comme une relique oubliée, alors que Poirot et moi montions à bord du premier train pour Londres. Notre compartiment était vide, à l'exception de nous-mêmes, et d'une théière tiède en équilibre précaire, sur la petite table entre nous. Poirot regardait par la fenêtre dans un silence pensif, le rythme rythmique des roues semblant faire écho au tic-tac d'une grande montre invisible. « Eh bien ?»
dis-je en pliant le journal qui commençait déjà à m'ennuyer. Un autre mystère résolu. Poirot ne se retourna pas. Oui, Hastings, mais celui-là était très désagréable, je l'ai regardé. Vous voulez dire à cause du motif? Non, répondit-il lentement. À cause du illusion. Toute cette affaire n'a pas été construite sur des mensonges, mais sur des distractions, sur ce que les gens ont choisi de croire. Il se tourna alors vers moi, les yeux plus perçants que d'habitude. Et mon ami, même toi, tu étais distrait. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais il a levé la main. Vous êtes comme le public du théâtre, Hastings. Vous voyez ce que le metteur en scène permet, mais je... Il se tapota la tempe. Je regarde les acteurs quand ils ne parlent pas. C'est là que réside la vérité. Je me suis adossé à mon siège. Pourtant, je dis que nous avons mérité quelques jours tranquilles. Poirot sourit. Peut-être, jusqu'à ce que la prochaine horloge sonne de manière inattendue. Alors que le train quittait la dernière gare du village, on frappa doucement à la porte de notre compartiment. C'était Cordelia Vane. Elle entra tranquillement, vêtue désormais d'un manteau de voyage sombre, ses manières sobres mais gracieuses. Poirot se leva immédiatement et lui proposa sa place, mais elle refusa. « Je ne resterai pas longtemps, dit-elle. Je voulais juste vous remercier, monsieur Poirot. » Il baissa légèrement la tête. « Mademoiselle, le plaisir était pour moi. » Elle sourit faiblement. « Non, ce n'était pas agréable, et nous le savons tous les deux, mais c'était nécessaire. » Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et sa voix baissa. Je le soupçonnais, vous savez. Docteur Markham, je ne l'ai jamais dit à voix haute, pas même à Eleanor. Je pensais que c'était juste mes nerfs, ou que les gens diraient que j'imaginais des choses. Poirot croisa les mains. Vous avez vu ce que d'autres ont refusé de voir. Elle hocha la tête. Il me regardait bizarrement, pas cruellement, juste, avec calcul. Il savait à quel point je comptais sur lui. Il aimait ça. Le ton de Poirot était doux. Un homme doté d'un grand contrôle se révèle souvent non pas par la rage, mais par le calme. Elle le regarda. Je suis reconnaissant, vraiment. Il pencha la tête. La maison est à toi, maintenant. Cordelia sourit tristement. Oui, mais je pense, je pourrais le vendre. Le sourcil de Poirot se leva. C'est plein d'échos, dit-elle, et je préfère remplir ma vie avec autre chose. Avec un léger signe de tête, elle se tourna et partit, la porte se refermant derrière elle comme un rideau, tombant sur la scène finale. Nous avons roulé en silence pendant un moment, après le départ de Miss Vane. J'ai regardé les haies disparaître devant la fenêtre, sentant une étrange mélancolie m'envahir. C'était peut-être la pluie. Ou peut-être était-ce dû au fait de savoir que même des médecins de campagne discrets pouvaient cacher des secrets aussi monstrueux. Finalement, je me tournai vers Poirot. « Dites-moi, dis-je, quand l'avez-vous soupçonné pour la première fois ?» Poirot ajusta ses poignets. Dès la toute première conversation, j'ai regardé, mais il était tellement calme. Exactement, trop composé. Poirot se pencha légèrement en avant, se réchauffant à la tâche d'explication. Vous voyez, Hastings, la plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à la mort, même en tant que professionnels, trahissent un signe, chagrin, dégoût, même inconfort. Mais le docteur Markham, il était parfaitement calme, contrôlé, comme s'il savait déjà ce que je demanderais, que mon ami n'est pas naturel. J'ai froncé les sourcils. Mais certains hommes ont sûrement juste froid. Poirot haussa légèrement les épaules. La froideur, oui, mais il n'était pas indifférent. Il était performant. Et puis, il y a eu la question de l'acte de décès. Il était le seul à pouvoir le modifier sans contestation. Qui osait interroger un médecin?
J'ai lentement hoché la tête. Et enfin, ajouta Poirot avec un petit sourire, il y avait le latin. Le latin? Mais oui, dans sa bibliothèque, il a cité une phrase. Le temps triomphe de tout. Le temps triomphe de tout. J'ai cligné des yeux. Et? C'est une citation erronée, dit simplement Poirot. La phrase correcte est Amor, vincit, omnia. L'amour vainque tout. Il se tapota la tempe. Un petit lapsus, mais révélateur. Il n'aimait pas. Il cherchait à contrôle. Même la langue, même le temps. C'était son défaut fatal. Je me suis penché en arrière, laissant tout s'installer. Tu remarques vraiment tout, n'est-ce pas? Poirot haussa modestement les épaules. Ce n'est pas le remarquer, Hastings? C'est le penser. C'est là que dansent les petites cellules grises. La campagne défilait en longs flous verts, tandis que le train prenait de la vitesse, mais Poirot restait immobile, les doigts soigneusement croisés sur son gilet, les yeux mi-clos dans la contemplation. « Vous savez, Hastings, dit-il enfin, j'ai réfléchi à la 13e heure. J'ai levé les yeux de mon journal à moitié lu. Tu es toujours occupé avec cette affaire d'horloge, n'est-ce pas ?» Poirot poussa un petit soupir amusé. « Ce n'est pas une idée ordinaire, mon ami. Une horloge à 13 heures, c'est une aberration. Une rupture intentionnelle avec la logique, un défi à la nature. » J'ai plié le papier. Oui, mais c'est ce qui le rendait si effrayant. Ce carillon étrange m'a même secoué. Précisément, dit Poirot, cela a déstabilisé, et c'est là son but. La 13e heure ne représente pas seulement une illusion du temps, mais le moment où commande pause, quand les gens, des gens rationnels et mesurés, sortent des limites de ce qui est juste. Il pencha la tête. Ce n'est pas une époque de fantômes ou de superstitions. C'est l'heure de méfaits délibérés, de rébellion tranquille. L'heure à laquelle le docteur Markham a tué non pas avec rage, mais avec une froide précision. J'ai réfléchi à cela. Vous pensez que les gens planifient leur crime à ce moment-là? Poirot leva le doigt. Non, non, pas dans heure, dans temps d'esprit. La 13e heure n'existe pas sur un cadran, mais dans l'esprit. C'est le moment où l'on se convainc que le mal est bien, que la nécessité justifie le mal. Il fit une pause. C'est l'heure après la moralité prend fin, mais juste avant les conséquences commencent. J'ai légèrement frissonné. Vous donnez l'impression que cela semble bien plus dangereux que minuit. Poirot sourit faiblement. Parce que c'est le cas, mon ami. Minuit est simplement sombre. La 13e heure, c'est quand on éteint la lumière. Alors que le train arrivait à la gare de Paddington, nous avons rassemblé nos affaires. Poirot ajusta sa cravate avec une précision chirurgicale, tandis que je me débattais avec un parapluie peu coopératif. C'est alors que cela s'est produit. Depuis le quai le plus éloigné, la grande horloge en cuivre de la gare sonnait l'heure. 1, 2, 3, jusqu'à 12. Et puis, à mon grand étonnement, un 13e carillon. J'ai cligné des yeux. Avez-vous entendu ça? Poirot n'a pas réagi immédiatement. Puis il leva les yeux, très calmement. Ah, c'est sûrement un défaut mécanique? Ou, dit-il avec ce calme exaspérant, un rappel que la vie aime l'ironie. Il se tourna, offrant son bras comme un gentleman d'un siècle plus élégant. « Viens, Hastings, le monde est plein d'horloges et plein de méfaits. » Nous nous dirigeâmes vers la sortie. Derrière nous, la grande horloge de la gare sonnait, complètement indifférente. Poirot jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule et dit, presque pour lui-même, « Le temps ne ment pas, Hastings, mais les gens le font. C'est pourquoi les horloges sont si souvent cassées. » Et sur ce, nous sommes sortis dans le brouillard londonien, deux silhouettes englouties par la fumée et l'heure qui n'existait plus. Et ainsi,
tandis que la brume s'installait sur Londres et que le dernier carillon disparaissait dans les mémoires, la justice avait parlé, non pas avec des cris ou des sirènes, mais avec la précision tranquille des petites cellules grises de Poirot. En fin de compte, ce n'est pas la 13e heure qui détenait la clé du crime, mais l'instant juste au-delà, l'instant où la vérité osa défier l'illusion. Comme Poirot le prouve si souvent, ce n'est pas la force brute ni l'instinct aveugle qui démasque le criminel, mais l'observation patiente de l'âme humaine. Les mensonges peuvent danser dans les ombres, mais la vérité, toujours, trouve la lumière. Et moi? Eh bien, j'ai décidé de porter désormais une montre de poche. Les horloges qui sonnent 13 ne sont tout simplement pas dignes de confiance. Selon vous, quel a été le moment le plus révélateur qui a révélé la culpabilité du docteur Markham? Était-ce l'horloge cassée ou le calme inébranlable du médecin? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous aimons entendre vos théories. Si vous avez apprécié ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie à des romans policiers plus brillants chaque semaine, des affaires plus passionnantes, des déductions intelligentes et des rebondissements inattendus approchent à grands pas. Restez à l'écoute, mes amis. Le prochain mystère vous attend.